La confiance est de retour. Ça vous étonne? Pourtant, ça ne le devrait pas. Elle est revenue il y a 3 ans, soit à un moment désormais lointain dans notre monde où tout va vite. Par contre, ce qui est bouleversant, c'est que malgré le retour de la confiance, l'activité demeure anémique, et ce, depuis assez longtemps pour remettre en question les bons chiffres de la confiance. Leur son a-t-il changé? Sont-ils devenus comme les résultats des examens scolaires dessinant une courbe en cloche où un 80% ne représente plus la même chose aujourd'hui qu'il y a une génération? Cette perspective est troublante. La signification de ces résultats est censée être la même. On retrouve dans les sondages les mêmes questions directes. La taille des échantillons n'a pas changé et leur importance statistique reste intacte. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien altérer les résultats actuels? Le retour de la confiance était fort attendu. Aux États-Unis, la confiance des consommateurs était descendue à des niveaux sans précédent dans l'ère contemporaine, immédiatement après la Grande Récession. La remontée a été rapide, mais partielle dans le meilleur des cas. Pendant des années, la confiance s'est maintenue au niveau des récessions passées. Puis, elle s'est nettement raffermie à la mi-2013. En Europe, la confiance a fait un plongeon semblable, mais les programmes de relance publique ont insufflé un nouvel élan, toutefois de courte durée. La profonde dégradation des finances publiques a forcé la prise des mesures d'austérité qui ont fait rechuter la confiance. Malgré ce revers, la confiance s'est normalisée à la fin 2013, soit peu après la reprise sur le marché américain. L'activité économique aurait dû, en principe, emboîter le pas. D'ordinaire, les dépenses de consommation sont en phase avec les mouvements de la confiance et les investissements des entreprises suivent avec plus ou moins 1 an de retard. Mais 3 années après le retour de la confiance, les données économiques générales aux États-Unis, comme en Europe, restent peu impressionnantes. Sans surprise, les actualités brossent un portrait plutôt défavorable, car le pessimisme est un argument facile et qui fait vendre. Or, la morosité persistante a un effet plus sinistre. Elle peut contribuer à sa propre réalisation. Il suffit de persuader les survivants de la plus grande dépression ayant sévi depuis la grande crise que nous vivons dans une nouvelle normalité de faible croissance et vous verrez qu'ils changeront leur comportement. C'est justement ce que laissent entendre les chiffres de la consommation aux États-Unis et en Europe. Cette situation n'est pas vraiment nouvelle. Dans les années après la récession, on constatait la même réticence à dépenser. C'est ce que Keynes a désigné par le paradoxe de l'épargne. En clair, si tous les consommateurs battent en retraite au même moment et renoncent à dépenser leur argent durement gagné, la baisse de l'activité fait perdre des emplois, mais pas seulement. Elle accentue aussi la réticence à dépenser. Dans le cas présent, on pourrait déclarer que la confiance s'améliore à nouveau, mais uniquement dans le contexte de ce nouveau paradigme d'austérité qu'on s'est soi-même imposé. D'autres pourraient jeter le blâme sur l'évolution démographique. En effet, pour les baby-boomers vieillissantes, les années de forte consommation sont chose du passé et la prochaine génération n'est pas aussi dépensière. Cet argument semble convaincant, mais il est en quelque sorte la perspective adoptée après coup par les analystes pour expliquer les phénomènes échappant aux règles habituelles. Le Canada a considéré ce type d'explication lors des années d'austérité au milieu des années 90, seulement pour observer le redressement de l'économie à la fin de cette même décennie.
Il y a une troisième explication. La reprise s'est installée, mais partiellement. Les entreprises ont été réprimandées pour conserver leur liquidité, mais elles se refusaient simplement à investir dans un contexte d'incertitude. C'était vrai jusqu'à ce que les économies commencent à avoir des problèmes de capacité. Sur ce front, les États-Unis mènent la charge, car les entreprises américaines ont remédié à la situation en affichant une croissance dans les 2 chiffres de leurs investissements. Les résultats généraux sont pénalisés par le repli simultané de l'investissement dans le secteur des ressources, mais ailleurs, l'investissement est dynamique. L'Europe ne sera pas très loin derrière. Enfin, quatrième explication. La demande n'a pas encore rattrapé le terrain perdu. L'économie mondiale avait accumulé d'importants excès juste avant la récession et il faut du temps pour les résorber. Dans bien des cas, nous émergeons à peine d'un épisode de profonde contraction ayant lui-même succédé à une forte embellie. La croissance faible et lente qui en a résulté a laissé pour compte une foule de travailleurs nouveaux venus qui, à en croire les statistiques, font leur début sur le marché. Si c'est effectivement le cas, l'activité repartira bientôt à la hausse. Au bout du compte, les sondages confirment depuis longtemps la stabilisation de la confiance, un message qui paraît aller à l'encontre de la morosité alimentée par les médias. Nous nous trouvons surtout sous l'emprise d'une espèce de cycle psychologique dont, et c'est que Keynes nous dirait, il faut nous libérer. Le moment pourrait être opportun pour une bonne dose de persuasion. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.